Au moment de prendre la parole dans ce bel auditorium, parole que je prends également au nom de mon complice François Raviez, je tiens à dire notre vif plaisir et notre émotion sincère. La dernière fois que François Raviez et moi-même avons assuré de concert l'organisation d'une journée Saint-Simon au château de Versailles, nous avons eu la main moins heureuse. C'était il y a tout juste 5 ans. Cette journée de 2020 n'a jamais pu se tenir, confinement oblige. Cette fois, vous êtes présents et nous sommes là. Ne boudons pas notre plaisir. Et boudons-le d'autant moins que la journée de 2020 n'est pas la seule à ne pas avoir pu se tenir. Les journées de 2021 et de 2023 n'ont pas non plus pu être organisées dans les conditions normales. Cette journée de 2025 n'est donc que la deuxième d'affilée à se tenir sur place. Souhaitons longue vie et ininterruption à la série en cours. Nous voudrions, François Raviez et moi-même, à l'orée de cette journée, exprimer notre reconnaissance au centre de recherche du château de Versailles tout d'abord, qui nous accueille de façon si confortable et si chaleureuse. Merci à Mathieu Davignat et merci à Delphine Desbourdes. Merci à ceux qui vont prendre la parole aujourd'hui d'avoir accepté notre invitation. Laure de Prétot, Johan Deguin, Loïc Lénoret et Jérémy Alliet pour la matinée, Delphine Amstutz, Annabelle Bolo, la présidente de notre société, et Yexiline pour cet après-midi. Merci à eux, que je sais tous bien occupés et requis sur de nombreux fronts, d'avoir pris de leur temps pour lire ou pour relire Saint-Simon. Certains sont des experts de longue date de notre auteur. D'autres ont consenti à nous faire bénéficier de leur regard sur les mémoires de Saint-Simon, tout en ayant d'autres spécialités. Cet équilibre entre des chercheurs pour qui Saint-Simon est la passion et l'ascèse de toute une vie, et puis des chercheurs ayant un regard plus latéral ou plus panoramique, est à mes yeux très précieux et très fécond, et j'en suis vraiment très heureux. Merci aussi à nos présidents de séance, Béatrice Guion, qui présidera les débats de la matinée, et Patrick Dandray, qui veillera sur ceux de l'après-midi. C'est pour moi un honneur, mais aussi une joie de les retrouver aujourd'hui. Merci à Philippe Ourcade, notre président d'honneur. Merci enfin au public, toujours si fidèle. Pour ne pas empiéter sur le riche programme que nous avons prévu, je me contenterai de quelques mots d'introduction relativement brefs, à partir de la lecture d'une page fameuse de la chronique de 1718, empruntée à la séquence, célèbre entre toutes, du lit de justice. Et c'est plus particulièrement la page 238 du tome 7 de l'édition procurée par Yves Coirot que je citerai. Séquence du lit de justice, donc, qui aboutit à la réduction des bâtards à leur rang de pairie, ce qui, comme l'on sait, est vécu par Saint-Simon comme une victoire triomphale, remportée en particulier contre sa bête noire de toujours, le duc du Maine. Je lis. La tension était générale, tenait chacun immobile pour n'en pas perdre un mot, et les yeux sur le greffier qui lisait. Vers le tiers de cette lecture, le premier président, grinçant le peu de dents qui lui restait, se laissa tomber le front sur son bâton qu'il tenait à 2 mains, et en cette singulière posture et si marquée, acheva d'entendre cette lecture si accablante pour lui, si résurrective pour nous. Moi, cependant, je me mourais de joie. J'en étais à craindre la défaillance. Mon cœur, dilaté à l'excès, ne trouvait plus d'espace à s'étendre. La violence que je me faisais pour ne rien laisser échapper était infinie, et néanmoins, ce tourment était délicieux. Je comparais les années et les temps de servitude, les jours funestes où traîné au Parlement en victime, j'avais servi de triomphe aux bâtards à plusieurs fois. Les degrés divers par lesquels ils étaient montés à ce comble sur nos têtes, je les comparais, dis-je, à ce jour de justice et de règle, à cette chute épouvantable qui, du même coup, nous relevait par la force de ressort. Fin de citation. Pour lancer cette journée, je vous proposerai 4 brèves réflexions inspirées par la page que je viens de lire. La première de ces réflexions sera placée sous le signe de Sainte-Beuve. Ce que je retiens d'abord de cette page célèbre, c'est un mot, un adjectif. Il est question, je cite, d'une lecture si résurrective pour nous. Or, il me semble que cet adjectif, moyennant un déplacement, dit merveilleusement bien
l'une des caractéristiques essentielles de l'écriture de l'histoire, telle que la pratique Saint-Simon. Elle est résurrective. Elle est dotée de la capacité de faire renaître les gens et les faits avec une force et un éclat qui sont parfois tout simplement stupéfiants. L'écriture de Saint-Simon, dans certains pans de ses mémoires, nous fait coïncider avec l'instant passé en lui donnant une intensité de présence à nul autre pareil. Saint-Simon, à cet égard, est bien un historien de la résurrection, ce que Sainte-Beuve a décrit avec des formules que je trouve particulièrement heureuses, et je le cite. « Toute époque qui n'a pas eu son Saint-Simon paraît d'abord comme déserte et muette et décolorée. Elle a je ne sais quoi d'inhabité. On sent et l'on regrette tout ce qui y manque et qui ne s'en est point transmis. Très peu de parties de notre histoire, si l'on essaie, résistent à cette épreuve et échappent à ce contre-coup, car les peintres de cette sorte sont rares, et il n'y a même eu jusqu'ici, à ce degré de verve et d'ampleur, qu'un Saint-Simon. » Fin de citation. Mon deuxième point, ma deuxième remarque, aura pour épigraphe une formule du misanthrope. Au-delà de la résurrection, c'est même une forme de négation de l'action du temps dont il est, me semble-t-il, question. Et c'est ici Molière que je convoquerai donc. Le temps ne fait rien à l'affaire. La formule, qui apparaît au vers 314 de la pièce, est d'Alceste et s'applique à la médiocrité du sonnet d'Oronte, qui, selon Alceste, ne s'explique pas par le peu de temps qui a consacré son auteur, mais bien par son peu de talent. J'avoue que cette formule, le temps ne fait rien à l'affaire, prise en un sens tout autre bien sûr, me revient souvent quand je lis Saint-Simon, et je n'en finis pas de m'étonner de l'absence presque totale de rétrospection dans son écriture, dans une écriture où, semble-t-il, le temps ne fait effectivement rien à l'affaire. Saint-Simon, en effet, écrit très souvent comme si la suite des temps n'avait pas eu lieu. La question de la rétrospection au sein des mémoires, ou plutôt de son impressionnante discrétion, est, me semble-t-il, l'une des plus fascinantes que nous invite à poser ce texte. Il existe un recul moyen de 3 décennies entre le temps des faits évoqués et celui de leurs relations. Mais le plus souvent, tout se passe dans les récits de Saint-Simon comme si le temps avait cessé de s'écouler entre le moment des faits et celui où ils sont couchés sur le papier, le mémorialiste ne prenant que très occasionnellement appui sur la position de surplomb qui est la sienne. Chez Ray ou chez Chateaubriand, pour ne citer que 2 exemples à la fois fameux et représentatifs, on ne trouve absolument pas la même discrétion de l'instance rétrospective. Le creusement d'un écart, notamment source de clairvoyance conquise a posteriori, de déniaisement ou encore de désillusion, entre le temps de l'histoire et celui de l'énonciation, est chez ces 2 mémorialistes beaucoup plus net, beaucoup plus souvent mobilisé, voire dramatisé. Ici, dans le texte que j'ai cité, cette victoire de 1718 est rapidement rendue caduque. Mais le texte n'en dit rien. La suite des temps est en quelque sorte abolie, tue dans le passage. De la même façon, la cour, telle qu'elle est ressuscitée au début de la chronique de 1711, est un lieu où chacun, qu'il s'en réjouisse ou qu'il le déplore, est profondément convaincu que Monseigneur, le grand dauphin, sera prochainement roi, et un temps donc où chacun mène ses intrigues sur le fondement de ce postulat des plus raisonnables, que la petite vérole se chargera pourtant de faire voler en éclats. Cela a pour conséquence que l'écriture des mémoires restitue une forme d'intelligibilité affective de l'instant en climat aulique, en y parvenant d'une façon qui n'a que peu d'équivalent au sein du corpus des textes historiques d'Ancien Régime. J'en viens à ma 3e remarque que je souhaite proposer en m'autorisant cette fois d'une formule de Proust. Malgré l'étonnante puissance de ces qualités résurrectives de l'écriture de Saint-Simon, il faut bien reconnaître que l'on ne peut pas s'emparer des mémoires si l'on ne s'approprie pas la complexité de leur stratification temporelle. Saint-Simon ne se soustrait ainsi pas à cette loi proustienne, formulée dans l'ultime phrase du temps retrouvé, qui veut que les hommes occupent dans le temps une place littéralement gigantesque, dont l'importance est en quelque sorte inversement proportionnelle à celle minuscule qu'ils occupent dans l'espace. Je lis.
Aussi, si elle, c'est-à-dire ma force, m'était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne manquerais-je pas d'abord d'y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace. Une place au contraire, prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants, plongés dans les années à des époques vécues par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps. Ce pouvoir résurrectif de l'écriture ne doit ainsi pas nous faire oublier que Saint-Simon est également ce géant plongé dans les années qu'évoque Proust. Aussi faut-il bien distinguer au moins 3 strates. Premièrement, le temps de l'écriture. C'est la décennie 1740, en plein règne de Louis XV, personnage à propos duquel le texte est d'ailleurs si discret. Deuxièmement, le temps des faits observés, le temps du témoin, dont le point de départ est 1691, année de l'arrivée d'un Saint-Simon âgé de 16 ans, à la cour d'un Louis XIV, pour sa part déjà âgé de 53 ans, et à qui il reste 24 années à vivre et à régner. L'empan chronologique des mémoires correspond ainsi aux 24 dernières années du règne, ainsi qu'aux années de la Régence, le récit s'arrêtant en décembre 1723, avec la mort de Philippe d'Orléans. Troisième et dernière strate que je souhaite évoquer, le temps des analepses, lesquels analepses sont souvent externes, pour reprendre la terminologie de Gérard Genette. On dit parfois, pour expliquer certains traits surprenants, certaines marottes de notre mémorialiste, que c'est un homme de son temps. Mais à y regarder de près, l'expression doit être nuancée, ou du moins précisée. Ces analepses concernent la partie du règne de Louis XIV antérieure à 1691, mais aussi l'âge d'or révolu et idéalisé du temps de Louis XIII. Il en sera question aujourd'hui, ce dont je me réjouis vivement. Car ce n'est pas là le moindre des paradoxes des mémoires. L'œuvre de ce témoin capital du règne de Louis XIV émane d'un homme qui a une étonnante familiarité mentale et mnésique avec le temps de Louis XIII. Pour reprendre une image proustienne, ce géant qu'est Saint-Simon, qui évoque le règne de Louis XIV depuis le milieu du XVIIIe siècle, est en outre juché sur les échasses paternelles du duc Claude, lequel avait déjà 69 ans au moment de la naissance de notre Saint-Simon. Et je cite encore Proust, comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses, grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers. C'est ce que l'on peut lire à propos du duc de Guermantes. Il est temps de finir. Ma 4e et dernière remarque se référera enfin à l'Ecclésiaste. Il y a en effet aussi, parsemées dans les mémoires, des formulations certes plus rares, mais toujours très frappantes au moment de leur surgissement, qui relève d'une forme de méditation sur un autre temps, qui n'est plus celui des souvenirs ni des faits, qui n'est pas celui de l'écriture, et qui n'est pas non plus celui censé intervenir dans, je cite, une génération ou deux, mot que j'emprunte aux mémorialistes quand ils songent à ses lecteurs futurs. Méditation donc, qui intervient relativement à ce que l'inoubliable formule de l'avant-propos appelle, je cite, le rien de tout. Lire les mémoires de Saint-Simon, en effet, c'est aussi s'engager dans une réflexion, ou plutôt une méditation, à la fois mélancolique, vertigineuse et terrifiante, sur le fait que tout est vanité et poursuite de vent. Je vous remercie et je cède la parole sans plus tarder à Béatrice Guion.